Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez voir dans cette émission des nouveautés qui ne seront présentées qu'à l'Agritechnica, mais nous on vous les présente à l'amont. Top départ. Salut le Power Booster. Cette semaine, on fait le plein de nouveautés en prévision de l'Agritechnica qui se tient maintenant dans une semaine. On a hâte. Nous irons tout d'abord voir du côté de chez John Deere où de nouveaux tracteurs sont arrivés dans la gamme 7R et 8R. Nous en profiterons pour parler histoire et plus spécifiquement comment John Deere s'est implanté en Europe dans notre rubrique Retour vers l'innovation. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi certains outils sont beaucoup plus utilisés de part et d'autre d'une frontière. Enfin, nous parlerons autonomie énergétique et réutilisation des déchets. Mais avant cela, les news. L'édition platine de Farming Simulator 2019 fait la part belle à Claas. Disponible sur console et PC, cette version définitive apporte notamment 35 nouveaux véhicules et outils de la marque Claas, dont la Lexion 8900, la Jaguar 960 TerraTrack et le Xerion 5000. Pour les fans de la marque et les assidus de la franchise, c'est donc un immanquable, sachant qu'il faut quand même posséder le jeu de base et repasser à la caisse pour environ une vingtaine d'euros selon les versions. Pour les autres, ceux qui possèdent déjà la mouture 2019 et ont un budget jeu vidéo limité, Farming Simulator 2020 devrait arriver à la fin de l'année. On le sait, le marché des tracteurs en France a connu une forte progression. Cette hausse ne peut s'expliquer seulement par le nombre de tracteurs vendus, il faut également prendre en compte la hausse de la puissance moyenne de ces tracteurs. En effet, regardez cette courbe. Nous sommes passés de 103 chevaux en moyenne en 2006 à 145 en 2019. Mais cet indicateur semble aujourd'hui désuet. De plus en plus d'agriculteurs font attention à la compaction des sols, ce qui devrait tendre vers un allègement des véhicules. De plus, avec l'arrivée de robots pouvant travailler 24 heures sur 24, la puissance n'est plus la condition sine qua non du travail au champ. Claydon, le spécialiste du semi-direct, va lancer 2 nouvelles bineuses de grande largeur à l'Agritechnica. Une bineuse interrang de 6 mètres et 20 dents et une seconde de 8 mètres et 26 dents viendront compléter la gamme TerraBlade du constructeur britannique. Notons que toutes deux présentent des dents lames souples, réglables à volonté en espacement pour s'adapter à tout interrang. Ça bouge dans le secteur du machinisme en Aveyron. Calvé a en effet annoncé le rachat de Altec, sachant que les deux entreprises sont voisines de seulement une dizaine de kilomètres. Altec dispose d'une superficie industrielle d'environ 12 000 m², alors que les installations de Calvé s'étirent seulement sur 5 000 m². Or, Calvé est en plein développement avec un plan industriel sur 3 ans estimé à 1,5 million d'euros. Le rachat d'Altec permet ainsi de pouvoir agrandir significativement la capacité de production de Calvé. Précisons que rien ne changera au niveau de la distribution, puisque ce seront les réseaux de concessionnaires respectifs qui continueront à distribuer les matériels de chaque marque. Le rugby et l'agriculture sont deux milieux intimement liés. D'ailleurs, sais-tu que beaucoup de rugbymen internationaux deviennent agriculteurs une fois à la retraite ? Toi aussi tu aimes ce sport ? Toi aussi tu es passionné par ce métier ? Sache que Power Boost a pensé à toi et te propose de partir 5 jours en Irlande à la découverte de l'agriculture du pays, agrémentée de touches de rugby. Rencontre d'anciens internationaux sur leur exploitation et assiste à un match à Dublin en compagnie de Yannick Josion. On vous attend. Pour plus d'informations, contacte-nous à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous ou sur notre page Facebook Power Boost. Je vous invite à présent à découvrir les nouvelles séries 7R et 8R de John Deere. John Deere annonce la nouvelle génération de ses tracteurs 7R et 8R. Et on débute par un point commun aux deux séries, elles gagnent un nouveau service baptisé Auto Setup. Ce système permet aux agriculteurs de gérer et de conserver sur le cloud tous les paramètres de leurs tracteurs et de leurs équipements. L'utilisateur d'une machine peut ainsi facilement récupérer la configuration requise à l'entrée d'une parcelle. Les longs paramétrages de chaque tracteur pour chaque parcelle spécifique ne sont donc nécessaires qu'une seule fois, sans qu'aucune autre intervention ne soit ensuite requise.
Et sinon, quelle autre nouveauté pour ces tracteurs? Le 7R gagne un modèle d'une puissance maximale de 363 chevaux. 5 modèles sont donc désormais disponibles dans cette gamme avec une transmission à variation continue, Auto Power, ou une transmission E23. On note aussi une cabine entièrement revue et l'arrivée du levier Commande Pro initialement lancé sur les 6R. Pour les 8R, attention, on compte 13 modèles avec 3 modèles de traction différentes. Pour y voir plus clair, les 8R disposent de 4 roues, les 8RT de 2 chenilles et enfin les 8RX de 4 chenilles. Les améliorations de ces nouveaux modèles portent sur l'espace cabine avec chauffage de siège, circulation active d'air et même fonction de massage sur 2 zones. Ah, et on allait oublier, la puissance de ces tracteurs a été augmentée, même sur le 8RT qui bénéficie de 40 chevaux en plus. On vient de parler de John Deere, on va vous expliquer à présent comment cette entreprise s'est implantée en Europe. On peut aller voir un peu dans l'histoire des tracteurs le process d'assimilation entre des marques différentes. Alain Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes passionné par la marque John Deere. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que John Deere est produisé uniquement aux États-Unis, mais avait des velléités pour aller à l'étranger. Oui, dans le milieu des années 50, le nouveau directeur qui était William Billy Witt voulait s'implanter en Europe de manière à s'implanter un peu dans tous les pays, à construire là où il y avait l'agriculture intensive. Alors, c'est vrai qu'ils se sont intéressés à une marque allemande, la marque Lance. Oui, la marque Lance, parce qu'ils ont eu l'opportunité, étant donné que Lance était en difficulté, pendant la guerre, ils ont été bombardés tellement de fois qu'ils n'avaient plus de moyens pour déjà d'une de se développer et l'autre de se reconstruire tout simplement. Et c'est vrai que Lance était aussi en difficulté parce qu'ils étaient un peu comme John Deere, technologiquement un peu en retard. Oui, ils étaient un peu cousins si on veut, parce que John Deere fabriquait les 2 cylindres jusqu'à la fin des années 50 et Lance était un peu pareil en Europe et lui il fabriquait des monocylindres qui étaient devenus obsolètes et malgré ça, Lance était une marque très connue et reconnue mais bon, devenue obsolète vis-à-vis des autres marques. Alors quand on regarde l'évolution des modèles, on se rend compte qu'effectivement il y a une forme d'assimilation. Alors oui, il y a une assimilation, c'est-à-dire que quand John Deere a racheté en 1956 Lance, la marque Lance, il ne s'est rien passé pendant 2 ans. On a continué à fabriquer les Lance, la même couleur, avec les mêmes logos, et on n'a rien changé. À partir de 1958, octobre 58 à la rentrée, on a commencé à enlever le macaron de devant et enlever le nom Bulldog et mettre simplement le nom Lance. Et en 1959, pareil, à la rentrée, on a commencé à peindre les tracteurs en vert et jaune. Et ensuite, à partir de 1960, on a commencé à fabriquer ce tracteur-là, ce John Deere Lance 300, qui avait un moteur développé à Dubuque, dans l'Iowa. Et par contre, tout ce qui est train avant, transmission, relevage, était développé en Allemagne. Et ce savoir-faire de Lance, il a disparu? Non, il n'a pas disparu. Justement, avec le sérieux des ouvriers allemands, et puis même maintenant, de nos jours, les tracteurs sont toujours fabriqués à Mannheim, en Allemagne, quoi. Merci beaucoup Alain Chevalier. Merci. C'est vraiment étonnant de voir comment certains capteurs se développent de façon différente de part et d'autre d'une frontière. S'il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce genre de capteur se développe en Allemagne et pas en France. Charlotte Peters, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Fritz Mayer, c'est vous qui commercialisez ce capteur. Alors ce capteur, moi je le trouve assez intéressant parce qu'il permet à la fois de mesurer à l'avant du tracteur et puis automatiquement de moduler à l'arrière. Et pourtant, en France, a du mal à se développer, pas forcément celui-là, même ces générations de capteurs embarqués sur tracteur. Alors dites-moi, pourquoi en Allemagne ça marche et pas en France ? Je crois en Allemagne, les agriculteurs, ils ont déjà compris que ça peut leur apporter en valeur ajoutée d'avoir la propre indépendance. Donc c'est vraiment l'agriculteur qui maîtrise ce qu'il va faire au champ et qui se base sur le conseil du capteur. Donc ici en France, pour comparer un peu les marchés, ici en France, on a une grande force des coopératives qui vendent du service avec des solutions satellitaires et tout ça. Donc pour moi c'est ça la grande différence entre les deux marchés, et en Allemagne la plupart des agriculteurs se basent aujourd'hui sur les capteurs embarqués parce qu'ils cherchent leur propre indépendance et
Et c'est une solution vraiment en temps réel et en heure. Oui, mais c'est vrai qu'en France, tout le système para-agricole a vraiment misé, développé, forcé presque au développement des images satellites. Est-ce qu'en Allemagne, ces images satellites sont plutôt moins utilisées qu'en France ? Oui, ils sont beaucoup moins présents sur le marché et on a aussi la plupart des agriculteurs aujourd'hui, ils s'intéressent plus dans les machines comme ça et on a déjà pas mal établi des capteurs Isaria en Allemagne et sur les autres marchés européens. Alors c'est vrai que peut-être un des défauts quand même de ce type de capteur, c'est le prix d'achat, le prix d'entrée. 30 000 €, c'est quand même élevé. Oui, c'est quand même un prix, mais il faut compter aussi que c'est une solution super précise. C'est une solution en temps et en heure et ça nous permet vraiment d'économiser et optimiser nos parcelles. Donc, dans quelques années, il y a vraiment la rentabilité d'un investissement. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, au revoir. Si vous avez certains résidus dans les fermes et que vous souhaitez les valoriser, il existe aujourd'hui des solutions. Vous voyez ça, on pourrait parler d'une chaudière. Non, c'est un incinérateur à biomasse. On travaille à des températures bien supérieures, de l'ordre de 1200 degrés. Et ça vise, pour ceux qui le souhaitent, l'autonomie énergétique à la ferme. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui commercialisez ces chaudières. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une ferme, il y a des produits à récupérer et qu'on peut presser sous forme de pellet ? Alors aujourd'hui, tout ce qui est le déchet vert que l'on retrouve au niveau de l'agriculture peut être récupérable, transformé en granulés et peut être mis dans cet incinérateur à haute température. Il faut avoir des machines pour cela. Donnez-nous un ordre de prix peut-être de la fabrication de pellets. Alors il faut effectivement une machine qui permet de transformer ce déchet vert effectivement en pellet. On est sur des prix qui peuvent aller en fonction des superficies qui vont de l'ordre de 5 000 à peut-être 20 ou 30 000 € au niveau de la machine pour créer le pellet. Et qu'est-ce qu'il est possible comme ça de brûler ? Alors tout peut être brûlé, ça peut être du colza, du miscanthus, de la paille, du bois déchiqueté, tout ce qui est vraiment le déchet biodégradable, on va le transformer en combustible ou en produit pour mettre dans la chaudière. Et après, il faut acheter une chaudière, il faut compter combien ? Bien entendu, les chaudières, alors en fonction des puissances, les chaudières tournent de l'ordre de 12 000 à peu près jusqu'à 25 000 € pour une installation classique. Il y a des produits, bien entendu, beaucoup plus puissants à d'autres prix pour des installations plus importantes. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez qu'en ces périodes un peu mouvementées, avant Agritechnica, il va y avoir beaucoup de lancements. Vous pouvez les découvrir en avant-première sur notre média partenaire machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.